Bonjour à tous. Alors, je vais vous présenter donc la première table ronde dont l'intitulé est Smart City, de quoi parle-t-on. Nous avons donc Sébastien Bonnet qui est directeur, l'intitulé exact, c'est directeur général d'Orion, qui travaille ici à La Roche-sur-Yon. Nous avons Emmanuel Chopeau, directeur des systèmes d'information et du développement numérique à La Roche-sur-Yon. Nous avons Johan Garbon, directeur des espaces publics à La Roche-sur-Yon. Régis Ledrezen, directeur d'Enedis Vendée. Et nous avons donc M. Hervé Pillot, qui est secrétaire général Chambre d'agriculture de Vendée. Au niveau de la gestion du temps, nous avons environ 1h10. On a deux intervenants qui doivent prendre notre par la suite. Nous vous proposons la photo suivante. Je vais passer la parole pour commencer à M. Sébastien Bonnet, qui va exposer en 5-6 minutes, un peu d'où il parle, notamment en termes de cadre général et éventuellement donner un ou deux exemples de cas qu'il développe dans le cadre d'Orion. Et ensuite, je demanderai peut-être à la table ronde de réagir à ces propos. Et la salle pourra éventuellement poser une question sur l'intervention. Donc on fera ça pour chaque personne. Et à la fin des interventions, il devrait nous rester une petite vingtaine de minutes, peut-être un quart d'heure si on a moins de temps, avoir un débat à ce moment-là, peut-être entre la salle et puis la table ronde dans un cadre plus général. Donc je vais tout de suite passer la parole à M. Sébastien Bonnet pour qu'il puisse un peu nous donner son appréciation de la Smart City dans un cadre général et peut-être quelques illustrations. Bonjour, merci. Donc peut-être pour vous situer, donc Orion est une société qui fait de l'aménagement, de la construction, bailleur social et du développement économique. Et entre autres, pour être très concret, on crée des quartiers d'habitat, des parcs d'activité, notamment on construit des logements sociaux, on construit des bâtiments d'activité. Et dans ce cadre-là, on a 4 personnes, 4 chefs de projet qui sont là pour piloter ces projets. Parce que quand on dit on construit, on fait surtout du montage financier, du pilotage, du montage juridique de ces projets. Donc après, il y a des maîtres d'œuvre, il y a tout un tas d'entreprises qui interviennent pour construire pour notre compte. J'aurais posé la question la semaine dernière, parce que nous, les Smart Cities, ce n'est pas dans notre langage au quotidien au sein d'Orion. On ne parle pas, c'est deux mots qui ne reviennent pas régulièrement dans la bouche des chefs de projet, et j'aurais demandé ce que ça évoquait pour eux la Smart City. Et les 4 m'ont dit, nous, la Smart City, c'est avant tout des solutions pour bien vivre ensemble. Donc voilà, dans notre activité aujourd'hui, la Smart City, c'est pas forcément quelque chose lié au numérique ou à la technologie de manière générale. C'est pas une approche, on va dire, technocentrée, mais plutôt une approche par l'humain, dans une finalité du bien vivre ensemble. Donc une fois qu'on a dit ça, nous on essaye d'expérimenter des nouvelles solutions de bien vivre ensemble, et dans certains cas, on s'approprie des technologies numériques, mais pas seulement numériques, pour essayer d'expérimenter, d'améliorer ce bien vivre ensemble. Donc j'illustrerai mon propos dans quelques secondes sur ce qu'on peut expérimenter actuellement. Je dirais aussi que dans notre activité, on essaye d'accompagner les évolutions sociétales en cours. Le responsable du pôle Habitat Projet Urbain me disait, l'autre jour, voilà, jusque dans les années 50, on a été sur une société plutôt communautaire. À partir des années 50, la société s'est individualisée. Et aujourd'hui, on a une société qui est plutôt une communauté, on fonctionne dans des communautés d'individus. Donc notre rôle dans la création des quartiers, des parcs d'activité, c'est d'essayer d'accompagner ça et de favoriser ces attentes qu'on trouve au niveau sociétal. Donc on peut l'illustrer, si vous voulez, à travers quelques exemples concrets qu'Orion développe actuellement. Je vais, si vous permettez, changer la source. Ça veut bien marcher, ça marchait il y a 2 minutes. Début de signal, super. Voilà. J'ai perdu la connexion au moment où je vous parlais. Donc nous, voilà, c'est revenu, merci. Donc nous, on intervient par exemple, si on parle d'habitat, voilà, exact, voilà,
C'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien de confidentiel. De toute façon, dans une société ouverte, toute l'information c'est valable. Elle n'a plus de valeur, l'information. Donc, j'aurais voulu commencer par une autre présentation que celle-ci. Je reviendrai après. Plutôt vous parler d'habitat. Notamment, on a développé un écoquartier qui s'appelle qui est dans la Marronnière, à La Roche-sur-Yon, qui s'appelle les Fruits à croquer. Alors dans cet écoquartier, vous avez le plan ici, on a développé un carré d'1 hectare, la taille de la place Napoléon, pour vous situer, où on a développé 23 parcelles pour que les gens puissent acheter et construire leur maison, où on ne rentre pas en voiture dans ce quartier. Alors pourquoi c'est pas un effet marketing de notre part, et c'est pas seulement cet aspect-là qui a été traité. L'objectif de cet écoquartier, c'est pas forcément d'avoir un label environnemental, mais c'est surtout de connecter les gens entre eux et de créer cette communauté d'individus à travers ce quartier. Or, aujourd'hui, la voiture est un frein dans son quotidien, dans son déplacement, parce que les gens, c'est pas forcément très agréable en termes de bruit notamment. Donc on a créé tout un îlot central où il n'y a aucune voiture, où les enfants peuvent jouer en toute sécurité et donc c'est rassurant pour les enfants. On a créé des parkings qui sont mutualisés, où les gens peuvent se rencontrer en allant chercher leur voiture. On a créé des vergers partagés, on a créé des jardins partagés, mais ça c'est connu. Dans cette seule logique de communauté d'individus et de connexion entre les gens. On pourrait revenir au réseau parce qu'on a eu pas mal de contraintes, notamment quand vous créez du garage à l'extérieur d'une parcelle à bâtir, ça veut dire que vous intégrez des réseaux privés d'électricité, d'eau pour alimenter le garage qui passent sous le domaine public. Aujourd'hui, on a mis 1 an à résoudre ce problème juridique parce que ça n'avait pas été étudié encore en France. On est tombé sur un cas, ça a été compliqué, on a failli abandonner le projet à cause de ça. De mettre des réseaux privés dans le domaine public, c'était très compliqué juridiquement parlant. Aujourd'hui, le résultat, c'est qu'on a une association qui s'est créée spontanément, qui fait des événements réguliers, qui ne sont pas numériques, mais qui fait des événements comme la taille des vergers, comme les récoltes, etc. Et on a cette notion de connexion qui, pour nous, est un des objectifs de la ville intelligente. Il y en a d'autres, mais c'est un objectif important de la ville intelligente. Donc voilà une petite illustration. Je vais vous en donner une deuxième, qui est plus en matière d'activité, qui aujourd'hui n'existe pas, mais c'est un projet mené pour le compte de l'agglomération, s'il veut bien s'ouvrir. C'est un parc d'activités qu'on veut être une plateforme productive intelligente. Alors là, c'est un autre cas, une autre illustration des contraintes qu'on a en tant qu'aménageur de territoire. Aujourd'hui, on ouvre un parc d'activités de 57 hectares pour accueillir des entreprises au nord de La Roche-sur-Yon. Et sur les 57 hectares, on a 11 hectares de zones humides qui ne sont pas utilisables, qu'on ne peut pas urbaniser. C'est les règles actuelles de protection de l'environnement. Aujourd'hui, la question que vous avez ici à l'écran, tout ce qui est en jaune, c'est tout ce que les entreprises vont pouvoir utiliser, et tout ce qui est en vert, c'est les zones humides. Donc les 11 hectares, c'est très important, il faut les entretenir. Donc en matière de modèle économique, c'est compliqué à gérer également, et à porter, ne serait-ce que pour une collectivité. Donc aujourd'hui, on est en train de réfléchir à comment on peut utiliser ces 11 hectares et en faire quelque chose de productif, soit une zone nourricière au sein d'un parc d'activité, ce qui nous permettrait également de connecter les habitants autour au parc d'activité, parce que le parc d'activité deviendrait une zone nourricière pour les habitants autour. Alors, soit une zone de production d'énergie. Aujourd'hui, on ne sait pas, on mène des études. L'objectif, il est d'essayer d'optimiser la gestion des espaces au regard des contraintes environnementales et aussi des attentes tant des zones d'entreprise que des habitants autour. Rapidement, une autre illustration de connexion. Alors là, on va, par contre, cette fois-ci, utiliser des technologies numériques. Vous avez à l'image le futur campus robotique manufacturing de l'agglomération de La Roche-sur-Yon, notamment avec à droite le futur centre de formation du groupe CEPRO Robotique. Et là, on est dans une logique de créer un lieu de fertilisation croisée entre toutes les compétences, tous les savoirs, tous les acteurs de la robotique. Alors pas seulement au niveau local, au niveau national. Et on veut, à travers l'aménagement de ce parc d'activités, parce que ça reste un parc d'activités si on a un regard d'aménageur. Le contenu c'est différent, mais si on a un regard d'aménageur, ça reste un parc d'activités. On veut
favoriser ces connexions et ce travail ensemble. Et notamment, on étudie actuellement avec le CIDEV d'avoir des bornes extérieures où on pourra charger son portable, où on pourra se connecter facilement en réseau très haut débit, donc à l'extérieur, pour favoriser les échanges sur l'extérieur. Sur des journées comme ça, par contre, par exemple, ça peut être très sympa. Voilà. Donc c'est des petits exemples. Alors vous voyez, pour nous, ce n'est pas le cœur du métier, c'est avant tout des sources d'amélioration et de progrès dans notre métier de base d'aménageur. Et puis je terminerai par un dernier exemple, qui est un projet qui va se construire juste derrière vous, qui est un projet de résidence étudiante. Bon, je ne vais pas vous le montrer à l'image, je vais essayer de vous le montrer un peu plus tard parce que j'ai perdu la connexion. Donc on va construire ici une résidence étudiante de 100 logements et on est dans le cadre du quartier numérique de l'agglomération et on a voulu que cette résidence soit très connectée, on va dire. En discutant avec le directeur du CROUS au niveau régional, il y avait l'aspect connecté, on va dire, entre guillemets un petit peu classique, gestion des énergies, par le smartphone, les étudiants vont gérer leurs énergies par les smartphones, la téléphonie par smartphone, on va développer une e-conciergerie pour faciliter les livraisons, etc. de colis sur l'intérieur de la résidence. Mais finalement, en discutant avec le CROUS, on est allé plus loin, c'est qu'on s'est rendu compte que le CROUS nous a dit, mais les étudiants chez nous, qui viennent à l'Université de La Roche et qui sont dans nos résidences, ils arrivent le dimanche soir ou le lundi matin, ils vivent le soir dans la résidence, ils vont à l'université, mais ils ne sont pas du tout connectés au territoire. Ils ne participent pas aux activités du territoire. Et aujourd'hui, on va essayer de connecter cette résidence au territoire à travers des outils numériques, et donc de connecter plus fortement les étudiants au territoire et les faire participer à l'offre culturelle, à l'offre sportive, pour qu'ils deviennent des acteurs à part entière du territoire et de la ville. Donc voilà quelques illustrations pour vous montrer que ça n'a pas bouleversé notre métier. Alors après, il y a des choses qu'on étudie aussi, la résidence étudiante, on voudrait mettre des chaudières numériques. Je ne sais pas si on y arrivera, c'est compliqué, il y a des modèles économiques qui sont difficiles à trouver, des équilibres économiques difficiles à trouver. Mais c'est des améliorations continues de notre métier, mais toujours avec ce fil rouge du bien vivre ensemble. J'ai 5 minutes, c'est bon? 5 minutes numériques. Merci beaucoup. Peut-être une réaction d'entre vous? Je pense, dans ce que Sébastien nous a dit, il y a un mot à retenir, c'est le besoin. En fait, tout ça donne intérêt, si ça correspond à un besoin qui est émis ou pas émis, qu'on ressent chez les gens. Si c'est pas ça, c'est du gadget. Quelqu'un dans la salle souhaite-t-il poser une question sur la présentation de M. Apolli? On va pouvoir passer à la deuxième présentation donc, de M. Emmanuel Chopeau, de manière un peu identique à un cadre général, et puis peut-être le point de vue de la ville avec quelques explications en 5 minutes, s'il vous plaît. Je les chronomètre, mais... Bonjour à tous, Emmanuel Chopeau, mon directeur informatique La Roche-Chauny Agglomération, chargé également du développement numérique. Je suis accompagné par un de mes collègues, Yoann, qui illustrera, je pense tout à l'heure, de façon plus précise certains usages en train de se développer. On a travaillé au niveau de l'agglomération sur un projet territoire intelligent. C'est vrai que nous, on entend souvent Smart City. Nous, on a transformé ça en territoire intelligent, parce qu'on a francisé un petit peu les choses. Et on a travaillé sur d'abord une définition d'un territoire intelligent, d'une Smart City. Je vais peut-être le mettre de l'autre côté, ça sera peut-être plus facile. Voilà. C'est un territoire qui cherche à résoudre un certain nombre de problématiques publiques, en tout cas pour ce qui concerne, vous l'avez compris, une collectivité, grâce aux nouvelles technologies. Et l'objectif, c'est quoi? C'est la qualité de vie. On l'a bien vu avec Sébastien Mollet, très clairement, l'objectif recherché, c'est quoi? C'est la qualité de vie. Et puis, une gestion optimale des ressources, parce qu'on s'aperçoit quand on met du numérique sur la gestion de réseaux très traditionnels, circulation, réseau d'eau, réseau d'énergie, évidemment, je pense que Régis Cédrezien va nous en parler tout à l'heure, finalement on optimise cette gestion. Tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de notre projet de territoire, de notre stratégie numérique, et puis ici, vous l'avez compris, du bâtiment Totem, qui est la loco numérique, qui est un petit peu notre vaisseau amiral du développement numérique. Ça, c'est un petit schéma qui explique notre raisonnement. Alors, il y a beaucoup de choses dessus, je vais vous l'expliquer de façon très très simple. Vous avez d'abord la nécessité d'avoir en haut une très bonne connectivité.
C'est-à-dire la Smart City, c'est super, mais ça s'appuie surtout sur les réseaux de télécommunications. Et ces réseaux de télécommunications, il faut qu'ils soient fonctionnels, opérationnels. Donc c'est le développement notamment de la fibre optique. Et la fibre optique va emmener beaucoup de nouveaux usages. Et puis, en parallèle, le développement de réseaux nouveaux, dont vous avez peut-être entendu parler, qui sont par exemple les réseaux LoRa ou Sigfox, sont des réseaux qui sont orientés objets connectés. Donc, des réseaux qui vont pouvoir avoir une portée très longue et qui vont permettre de connecter des objets qui émettent très peu d'informations. Voilà, des petits capteurs qui vont dire, qui vont faire des relevés très simples, qui vont envoyer une donnée, une température, une pression d'air, un état, ouvert, fermé, etc. Ici, ce qui est important, je vais rajouter effectivement à ce que disait Hervé Pillon tout à l'heure, sur le besoin, il y a le besoin, et puis aussi le fait que tous nos services sont concernés. C'est-à-dire, on pourrait se dire, la ville de demain, la ville intelligente, la Smart City, c'est peut-être que certains services. Et en fait, tous nos services sont concernés. Donc on travaille dans un comité de suivi de la ville intelligente qui inclut quasiment toutes nos directions. Aussi bien la citoyenneté, ce qui est très important, c'est le citoyen. C'est où est le citoyen dans la Smart City. Parce que si on ne le fait pas pour lui, on ne le fait pour personne, on ne le fait que pour nous, on ne le fait que pour s'amuser, ou par défi technologique, mais ce qui est important, c'est le citoyen. Pourquoi on le fait? C'est pour que le citoyen puisse avoir accès à cette ville nouvelle, cette ville connectée, cette ville intelligente, qu'il puisse interagir. Donc dans la Smart City, il y a aussi tout ce qui va être consultation citoyenne, interaction du citoyen avec la donnée, avec les informations. Il y a de la mobilité, très clairement, on voit bien que la Smart City, il y a un gros sujet, c'est la mobilité. Johan en parlera tout à l'heure, donc je ne vais pas en parler beaucoup plus, mais très clairement, on fait beaucoup de choses, on est en train de travailler sur beaucoup de choses, c'est du feu intelligent, c'est aujourd'hui tous nos bus, les réseaux d'impulsion, ils sont tracés par GPS. Demain, on veut que le citoyen puisse savoir exactement où est son bus. Pas juste dire le bus va arriver à 13h10. C'est le bus, c'est ce qu'il veut prendre la rue, ce qu'il arrive dans 1 minute, dans 2 minutes. Ça, demain, on pourra le faire. C'est du développement durable. Il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi pour le gérer. Aujourd'hui, on fait déjà de la Smart City. Donc, les techniciens qui font l'entretien des chaudières, ils ont une tablette et ils vont quasiment plus dans les chaufferies. En fait, ils se connectent à distance aux chaufferies, ils vont regarder, ils vont faire des réglages, des paramétrages. Ils font tout ça à distance. Et vous imaginez que sur une collectivité, c'est plusieurs dizaines de bâtiments, certainement beaucoup plus d'une centaine de bâtiments qui sont déjà connectés. Et c'est aussi le secteur économique. Sébastien en a beaucoup parlé, mais c'est aussi accueillir des entreprises qui demain vont produire différemment, vont se connecter différemment au territoire, vont interagir différemment avec le territoire. Tout ça, ça interagit. Pourquoi? Ça interagit parce qu'il y a aussi des nouveaux capteurs qui sont arrivés. Aujourd'hui, un exemple, un neurodateur, tout bêtement, un neurodateur c'est connecté à Internet. On pourrait se dire un neurodateur c'est un truc tout bête, on met des pièces et puis ça donne un ticket. Pas du tout, un neurodateur maintenant c'est connecté à une base de données. Et demain, peut-être vous êtes concerné tout à l'heure, je ne sais pas, c'est moi le fautif. Demain, vous pourrez payer votre amende par carte bleue à l'eurodateur. C'est-à-dire quand vous recevrez un PV, au lieu de recevoir un machin, payer tata, vous allez payer directement à l'eurodateur. Et sans passer par smartphone. Et sans passer par là, quand est-ce que La Roche-sur-Yon se décidera à adopter l'application Pay by Phone pour payer son partenaire? 1er janvier 2018. Voilà, la réponse Merci. vous est donnée. Avec la dépénalisation. Les parkings, les choses toutes bêtes, les parkings, vous savez, il y a des petits trucs aux entrées de la ville avec 120 places disponibles au parking truc. Demain, quand je dis demain, c'est au mois de septembre prochain, ça va aller vite, vous l'aurez sur votre smartphone, c'est-à-dire vous pourrez dire, ok, c'est quoi l'état de remplissage des parkings en temps réel avant d'y aller. Les webcams, c'est un peu, les webcams, demain on pourra leur faire beaucoup plus de choses que ce qu'on fait aujourd'hui. Une webcam, on pourra la mettre à regarder combien il y a de places réelles disponibles en temps réel parce qu'elles sont racontées les places disponibles. La qualité de l'air, c'est un sujet sur lequel il faut aussi travailler. Il y a un projet de Polynarium Sentinelle, comment on peut le connecter, comment on peut faire en sorte qu'on donne aux personnes allergiques tout de suite les bonnes infos en temps réel sur le territoire. Tout ça, ça se travaille, et ça se travaille aussi avec l'ouverture des données publiques, c'est-à-dire que tout ça, on le pense en open data, c'est-à-dire que la donnée qui sert à faire tout ça, aujourd'hui, elle est éparpillée, les serveurs sont éparpillés, les données sont éparpillées, les protocoles sont éparpillés. On pourrait même dire que le gros danger de la Smart City, c'est que chaque constructeur maintenant définit ses propres normes. Il y a des choses qui convergent. L'électricité, par exemple, il y a des normes, ça se norme un petit peu. Par contre, il y a beaucoup de domaines où chacun sort son truc Smart City parce qu'il faut rajouter un truc Smart City. Le danger pour une collectivité comme nous, c'est que chaque constructeur impose ses normes. Donc, notre objectif, c'est d'être maître de la donnée. Et quand on est maître de la donnée, on en fait ce qu'on veut.
Alors ça donne ça, une ville intelligente, ça donne des feux connectés. Nos feux sont pour la plupart aujourd'hui, enfin, de plus en plus, connectés par carte SIM. Ça donne du trafic en temps réel, ça donne du comptage en temps réel, de la vidéosurveillance en temps réel, des capteurs en temps réel, du suivi de l'eau potable en temps réel. Voilà, c'est tout ça qui s'interconnecte et ça c'est pas un mirage, hein, tout ça c'est en train de se construire, se créer. Je passe rapidement, tout ça pour vous dire qu'au mois de septembre prochain, donc, il y aura un nouveau site Villaglo, et dans ce site Villaglo, on aura pour la première fois un espace territoire intelligent avec les premières applications. Notamment tout ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le nombre de places de parking, sur les bus en temps réel, etc. Tout ça, ça fait son arrivée au mois de septembre. Et puis après, on ajoutera des briques au fur et à mesure des mois en fonction des nouveaux services qu'on est en train de travailler. Notamment en train de travailler sur une carte interactive en temps réel des travaux dans la ville. Je pense que ça peut intéresser les gens de savoir en temps réel où sont les travaux. La route elle va être coupée de camp à camp, parce que les petits panneaux au début des routes, là c'est bien, mais on a envie d'en avoir un petit peu plus. Donc on travaille dessus. L'open data, je vous en ai parlé, et bah voilà, j'espère que j'ai rempli les 5 minutes, ça va être bon. Et je passe la parole, au moins qu'il y ait des petites questions. Jean-Marc Janello, je suis animateur de groupe d'entraînement à la réflexion managériale en Vendée. J'ai mon cabinet d'accompagnement de la transformation. La question, c'est la liberté individuelle dans tout ça. Voilà. C'est une vraie question, on nous l'a posée d'ailleurs pour les eurodateurs. Parce que quand vous prenez un ticket, vous tapez votre numéro de plaque. On vous a posé la question, mais alors les données, elles sont où, qui les garde, qu'est-ce que vous en faites? Donc c'est à nous de prendre des garanties pour que les données qui sont personnelles, elles ne soient pas diffusées. Alors, nous on a une obligation légale, c'est-à-dire que toutes nos données personnelles sont déclarées à la CNIL. Donc ça c'est déjà le premier élément de réponse, c'est qu'on ne gère pas des données personnelles de façon inconsidérée, elles sont toutes déclarées. Et donc susceptibles de contrôle. Et les règles du jeu vont changer en 2018. Puisque on va dire qu'on ne déclarera plus nos données personnelles, on les gérera dans un annuaire interne et on sera susceptible de contrôle. Et on sera obligé de former un référent qui devra gérer la donnée personnelle. La plupart du temps, les données sont anonymes, hein. On ne peut pas diffuser en open data, il n'y a aucune donnée personnelle. Et de la même façon, on demande à chacun de nos prestataires, dans le cadre du DSP, dans le cadre de marché, d'anonymiser l'ensemble des données. Voilà, parce que le danger, c'est qu'effectivement, en croisant toutes ces données, on puisse à peu près tout savoir sur vous. Donc c'est à nous de cloisonner, de faire en silo, parce que si on commence à voir la webcam avec vous arrivez dans la ville, après on commence à dire vous êtes garé à telle heure, vous avez fait ça, vous avez payé votre amende à midi, évidemment c'est un énorme danger. Donc à nous en tant que puissance publique de vous garantir que ça n'arrivera pas. Voilà. Et la collectivité a les moyens de le faire. On peut maintenant poser la question plutôt au secteur privé, de dire aussi quelle garantie vous prenez par rapport à l'exploitation de ces données, et ça c'est pas toujours évident. Mais on a un régulateur qui est quand même assez efficace et qui est assez volontaire là-dessus, donc je ne suis pas très inquiet. Y a-t-il une autre question ou quelqu'un d'attendant de ce type de réagir? Moi, peut-être vous poser une question en attendant d'avoir la présentation de votre collègue Johan Garon. L'acceptabilité de la population. Oui, les gens, on va leur donner ceci, on va leur donner ça. Est-ce que les citoyens font tout ça ou pas? Est-ce que vous avez un retour déjà des choses que vous avez mis en place avec, je sais pas, combien de fois ont été téléchargées vos applications, les gens sont contents? Ce qu'on peut voir, c'est que dès qu'on fait une consultation publique en ligne, il y a un nombre de réponses très important. Déjà, c'est l'intérêt pour ces sujets-là, la demande constante d'avoir accès à la donnée. Les données, on a ouvert notre espace Open Data en juillet il y a 1 an. Au mois d'octobre, on était à 3000 chargements de données. Il y a un intérêt pour tout ce qui est ouverture des données. Il y a plein de rapports, il y a plein de choses qui n'étaient pas diffusées et qui sont diffusées aujourd'hui. Des rapports qualitatifs, des rapports sur des projets urbains, des rapports, tout ça, ça vient alimenter cette base de données. Et oui, c'est ressenti de façon très positive. On a l'impression que nos citoyens apprécient l'ouverture de la collectivité et apprécient de pouvoir accéder à des services qui autrefois étaient un peu cachés. Aujourd'hui, on travaille, notamment à La Roche-sur-Yon, on travaille en GRC, c'est-à-dire que vous vous adressiez à la commune par mail, par courrier papier, au guichet, par téléphone, c'est le même outil qui retrace toutes les demandes.
En 2016, on a reçu 19 000 demandes. Les 19 000 demandes, elles ont toutes été tracées numériquement. Et ça, c'est très très intéressant parce qu'elles sont affectées au service. Et dans quelques semaines, quand vous interrogerez la ville par la GRC, donc on a à peu près 70 procédures en ligne qui vous permettent de demander un rendez-vous pour renouveler un passeport, par exemple. Et bien, toutes ces procédures-là, elles sont disponibles et elles augmentent au fur et à mesure. Et dans quelques semaines, vous aurez, on se met en conformité avec la loi, enfin, parce que tout ça, la loi va très vite, mais après, il faut que nous on se mette en conformité derrière. À chaque fois que vous interrogerez la commune par GRC, vous aurez un accusé d'enregistrement de votre demande. Et la nouveauté, c'est vous saurez quel est le service qui est en train d'instruire la demande. Et ça, c'est une grande nouveauté parce que généralement, quand vous envoyez un courrier à une commune, quand vous sollicitez une commune par courriel, après, où est-ce qu'elle est la demande, qui la traite, c'est assez... voilà. Alors demain, vous saurez, vous recevrez, suite à votre demande, voilà le service qui est en train de traiter votre demande. Et ça, c'est un côté rassurant et de transparence vis-à-vis du citoyen. C'est ça aussi la Smart City. Oui, juste rebondir sur votre question, Jean-Marc. Nous, on est une société semi-privée et on a plusieurs activités, notamment une activité où on a des données très sensibles, c'est notre activité de bailleur social. Aujourd'hui, on est en train de faire muter notre système informatique parce qu'on n'arrive plus à garantir la sécurité des données au regard de tout ce qui peut se développer, des intrusions, etc. On n'arrive plus à avoir et en plus, on a d'autres activités où on doit être très collaboratif dans l'intelligence collective, qui nécessite une grande ouverture de nos usages en matière de système d'information pour que nos salariés puissent explorer beaucoup de choses, ouvrir les données, partager. Donc on a une forte contradiction entre les activités et on est en train d'étudier la mise en place de 2 systèmes informatiques. Un système complètement fermé pour sécuriser les données au maximum au niveau du logement social et un système complètement ouvert via le cloud sur nos activités de développement et d'aménagement. Merci. Ouais. Donc bonjour, Johan Gardon, directeur des espaces publics sur la ville et l'agglo de La Roche. Comme Emmanuel vous l'a bien expliqué, on est un territoire porté d'ailleurs également par les élus vers le développement des applications, on va dire Smart City, territoire intelligent, sur la collectivité. On essaye de traduire ça concrètement par l'acceptation de mise en œuvre d'expérimentation de sociétés sur nos territoires. Et puis, nous, derrière, pouvoir avoir un certain recul et essayer d'avoir une certaine analyse. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous délivrer ici. En 2 mots, les espaces publics d'une ville moyenne, ce sont une petite ville, La Roche-sur-Yon, petite ville de province, petite préfecture. Voilà, donc c'est très classique, on a un linéaire de voirie urbaine, de voirie rurale, également des zones d'activité. On a un patrimoine également sur l'éclairage public, 12 500 points lumineux, et puis du stationnement, ce qu'on disait tout à l'heure, des horodateurs, des parkings en ouvrage, les parkings payants. Voilà, donc une petite ville, mais malgré tout, du coup, un patrimoine qui est chiffré et que, voilà, je peux déjà vous dire qu'un patrimoine, si on transforme les 240 km de voirie urbaine, ça représente 340 millions d'euros. Et donc derrière tout ça, voilà, ce sont des chiffres et donc il y a des intérêts, il y a des marchés qui sont potentiels pour des entreprises. Et donc évidemment qu'on peut traduire tout ça en fournisseurs, clients et marchés à prendre. Pareil pour l'éclairage public, pareil pour le stationnement. Par ailleurs, il y a des investissements publics qui sont faits sur ce patrimoine. La direction des espaces publics, c'est 2,2 millions d'investissements par an, en dehors des grands projets. Vous avez au-dessous les grands projets d'ici à 2020 sur l'espace public, ça chiffre à plus de 15 millions d'euros. Et puis également, il y a de l'humain derrière, il y a 65 personnes qui travaillent à ce que ça fonctionne plus ou moins bien. Voilà. Et parce que, évidemment, que la Smart City a également un impact sur nos métiers et nos fonctionnements. Ce que je vais essayer aussi de vous démontrer rapidement. 3 exemples qui sont mis en œuvre sur le territoire de la ville de La Roche. Ça, vous en avez peut-être entendu parler, vous en entendrez peut-être parler plus longuement dans la journée avec Bouygues, Énergie Service.
Donc le volet, il y a plusieurs volets sur les Smart Cities. La mobilité, qui est un point important, notamment sur les espaces publics. Et donc une application très concrète qui a été mise en place en septembre de l'année dernière, sur un principe de mise en place en fait, de 3 bornes de recharge pour véhicules électriques sur le réseau d'éclairage public de la ville. C'est un partenariat, donc c'est une expérimentation, donc c'est porté par Bouygues Energy Service, et c'est un partenariat, une convention qui a été signée entre Enedis, Régis tout à l'heure pour parler s'il veut, et le CIDEF, qui est le syndicat d'électrification de la Vendée, et bien sûr la ville de La Roche. Donc une expérimentation sur 3 bornes qui prend fin en septembre 2017, on a une réunion demain sur ce sujet pour justement voir un petit peu la fin. Donc concrètement, voilà à quoi ça ressemble. Donc un mât d'éclairage public, une borne qui est installée et puis utiliser le courant faible, le courant de l'éclairage pour les recharges lentes, mais quand même des recharges de véhicules électriques. Donc l'intérêt pour nous, ville, territoire, collectivité, de pouvoir développer ce type d'activité, permettre à des entreprises d'expérimenter leurs innovations sur notre territoire, bien sûr, on apporte une offre alternative à la mobilité durable pour les détenteurs de véhicules électriques. Oups, je suis un peu loin. Voilà. Et puis on participe à l'innovation pour cadre de partenariat. Alors, c'est pas formalisé par des partenariats publics-privés, même s'il y a quand même des conventions, on met à disposition notre infrastructure pour que les entreprises puissent développer. Point de vigilance, ce système en fait, donc, qui est CityCharge, donc très intéressant pour l'usager, il faut savoir que derrière, ce que l'entreprise, c'est normal, a développé, c'est un concept qui est plus large, qui s'appelle la CityBox. La CityBox, dedans il y a des CityCharge, mais c'est pas que ça. Ça prend en charge en fait l'intégralité de la gestion centralisée de l'éclairage. De l'éclairage, là, en l'occurrence, de notre gestion centralisée de l'éclairage. Aujourd'hui, quasiment chaque commune, un peu structurée en termes de patrimoine sur l'éclairage, a une gestion centralisée, commande notamment jour-nuit, l'horloge astrologique, et puis on a également du coup des systèmes qui détectent les pannes, qui nous envoient des informations sur un serveur centralisé, et donc on gère. Ce que disait tout à l'heure Emmanuel, et donc que je rejoins, très bien donc ce système-là. Par contre, attention, risque pour la collectivité d'intégrer un système captif. Parce que demain, si on veut développer ce type enfin là c'est CityCharge, il n'y a aucune charge contre une entreprise quelle qu'elle soit, mais c'est juste les points d'alerte qu'on met en avant. Attention, parce que derrière, si on met ça en place, et ben nous, ça nous oblige à intégrer un système captif, Bouygues, pour la gestion globale de notre éclairage. C'est pas forcément ce qu'on veut, parce qu'on a déjà des choses qui fonctionnent, sur lesquelles on a investi. Donc voilà, il y aura forcément, dans le cadre de développement de ce type de ce type d'expérimentation, mais même après de ce type de développement, des points et des interrogations et des allers-retours qu'on aura à faire entre nous, collectivités, et les entreprises, les fournisseurs, pour réussir à cloisonner, prendre une partie d'une expérimentation ou d'un processus et pas forcément la totalité. Deuxième application qui a pris fin au mois de mars et qui a duré pendant 1 an. Là, on va plus être sur le type mode information intelligent avec une application qui a été développée donc, la première fois également au niveau national sur le territoire de la ville de La Roche qui s'appelle Colas et moi. Donc voilà, vous savez quelle entreprise a développé cette application-là. En fait, c'est une application chantier. Donc on a délimité un chantier, là, c'est un boulevard au sud de la ville, sur lequel les riverains, donc tout le monde avait l'information, pouvaient télécharger cette application-là et avaient les informations en direct sur l'état d'avancement du chantier, sur les périmètres d'intervention très précis, pour savoir quand est-ce que l'entreprise, par exemple riveraine, allait être bloquée de telle heure à telle heure. Et également, c'était une application double sens, les riverains pouvaient poser des questions, charge à l'entreprise de devoir répondre. Très bien. L'intérêt, évidemment, c'est qu'on diversifie ici les moyens de communication auprès des riverains. Donc, au-delà de la communication classique qu'on peut avoir par du mailing, les réunions publiques, voilà, les réunions de chantier, là, c'est du temps, c'est du tout moment. Point de vigilance, c'est que le renseignement des usagers, il est fait par une personne, qui est le chef de chantier de chez Colas. D'accord ? Et bien sûr, ce temps-là, il est pris sur son temps technique. Le temps où il va commencer à devoir répondre, à devoir donner des informations
c'est du temps en moins qu'il va pouvoir passer sur son cœur de métier qui est quand même de réaliser un chantier, de faire du noir, de poser des bordures. Et donc voilà, donc il y a cet aspect-là intégré, c'est un échange qu'on a pu avoir justement avec les équipes de Colas, où effectivement on s'est rendu compte que ça prenait finalement pas mal de temps aux équipes sur chantier de devoir intégrer ces nouvelles techniques d'information auprès des usagers. Et en plus, du coup, se pose la question de l'efficience, parce que beaucoup de temps passé, très bien, mais pour quel retour sur les usagers, en fait, sur un an, sur un chantier qui a duré un peu plus d'un an, allez, on a une dizaine de demandes, voilà, qui auraient pu très bien se gérer par ailleurs, sans doute. Et donc là, on a une vraie question sur l'efficience et sur la gadgetisation potentielle des différentes applications qui peuvent être proposées. Dernier point que je voulais vous apporter ici, Emmanuel t'en a parlé 2 secondes, c'est les eurodateurs, puisque je vous passe le tout, mais à partir du 1er janvier 2018, ça va un petit peu changer au niveau national sur le paiement des eurodateurs, et donc on doit mettre à niveau les eurodateurs, les machines en tant que telles. Je vous passe complètement l'histoire de la dépénalisation du stationnement. Toujours est-il qu'il y a un déploiement de nouvelles machines, donc là qui est en cours, qui se termine à partir du 1er juillet 2017. Et en fait, ce qui est intéressant à ce niveau-là sur l'aspect smart, c'est qu'effectivement, comme disait tout à l'heure Emmanuel, maintenant la machine, l'eurodateur, c'est plus simplement une caisse. Derrière ça, en fait, on a une gestion centralisée complète de nos eurodateurs, avec remontée de panne, remontée de défauts de lecture de carte bleue, les différents moyens de paiement, mais aussi, du coup, ça va nous permettre d'ajuster nos périodes de temps réglementées exactement à l'usage. C'est-à-dire, je le reformule, c'est pas clair ce que je viens de dire. Lorsqu'un usager, on va remarquer que sur une rue, finalement, l'usage il est plutôt à aller 1h30, 1h03 de devoir tourner sur la rue. Les eurodateurs vont nous remonter ces informations-là sur la durée réelle du stationnement. On va pouvoir adapter comme ça nos plages de stationnement. Donc c'est très intéressant en termes aussi de politique de stationnement. Après se pose la question que vous aviez posée tout à l'heure, monsieur, sur la traçabilité du coup, parce que ça va être individualisé à la voiture, donc à la personne. C'est tombé, mais c'est pas grave. Et donc du coup, effectivement, là, le respect de la liberté individuelle. Par exemple, cette entreprise-là est une entreprise à capitaux américains, et donc évidemment, nous on a posé la question de l'hébergement des données sur les eurodateurs. Donc on a eu la réponse, c'est hébergé sur des serveurs en France, et donc ils sont soumis à la CNIL, et donc suppression des informations sous 15 jours. Voilà. Mais effectivement, c'est quand même des données sur lesquelles il faut être vigilant, et nous en tant que collectivité, on a à être vigilant. Donc le point de vigilance également là-dessus, c'est que le travail des agents va se transformer. Jusqu'à présent, et c'est également le cas sur l'éclairage public, jusqu'à présent, nous, nos profils de personnes, sur le stationnement, sur les caisses, c'est des gens en fait qui sont des gardiens de parking ou alors des mécanos, parce qu'ils vont être capables d'aller réparer une caisse mécanique qui était un eurodateur. Pareil pour l'éclairage, jusqu'à présent, nous c'était des gars qui étaient capables de ce qu'on appelle du relamping, qui vont changer des lampes. Donc c'était des gens qui étaient capables, qui avaient des cassettes, qui étaient capables de monter sur les mâts d'éclairage et qui avaient une partie mécanique. Maintenant, le métier il se transforme sur la collectivité. Il se transforme parce qu'aujourd'hui, c'est plus comme ça qu'on travaille. On va plus avoir besoin de profils différents, on va dire, qui vont devoir être capables de gérer, d'anticiper les pannes et de devoir être capable de répondre à des pannes sur des applications ou sur l'électronique. Donc là, on a vraiment une modification des métiers dans nos collectivités, de nos agents sur le terrain, premièrement. Et deuxièmement, évidemment, tout ce qui est gestion centralisée veut dire optimisation des ressources. Et donc évidemment qu'à moyen terme, va se poser également la question de la taille de nos services et donc quel impact humain sur les ressources peut avoir le développement des applications smart sur nos territoires et sur nos métiers. Voilà, donc en conclusion, on ne peut pas ignorer les nouvelles solutions technologiques, tel titre qu'on ne les ignore pas, on va même en avant puisqu'on les expérimente, on travaille avec les entreprises sur ça. Par contre, on a effectivement une analyse nécessaire a priori des solutions proposées pour évaluer leur pertinence et leur efficience. C'est important, la solution toute faite, évidemment, on est des territoires, on est des collectivités avec nos spécificités, nos tailles,
aujourd'hui de savoir précisément le nombre de places qu'on a sur l'ensemble de nos rues, sur un territoire comme la ville de La Roche-sur-Yon. Est-ce réellement nécessaire, puisqu'on n'est pas sur en fait, une tension suffisamment importante en termes de stationnement? En 2 minutes, on trouve une place dans un rayon de 200 mètres sur le territoire de la ville de La Roche-sur-Yon. Donc voilà, une vraie question. Donc une analyse vraiment a priori des solutions proposées, parce qu'il y a des choses quand même qui ont un réel intérêt. La collectivité, comme expliquait Emmanuel aussi tout à l'heure, elle doit jouer un rôle d'intégrateur pour ne pas être tributaire des systèmes captifs. Ça, c'est hyper important aussi pour nous. Je m'étouffe. Ah, ça y est, je suis smart. Je respire. La collectivité, donc effectivement, elle doit avoir tout ce travail d'analyse a priori pour pouvoir être capable d'analyser finement les solutions qui vont être proposées par les entreprises. Et donc avoir aussi en face des personnes suffisamment formées pour savoir de quoi on cause. Et donc, c'est mon dernier point, la nécessaire évolution des métiers pour être un interlocuteur crédible auprès des développeurs. Aujourd'hui, moi je suis ingénieur TP, aujourd'hui, effectivement, moi, on va être capable de vite me noyer dans des considérations électroniques, informatiques, développement d'applications. Et c'est pour ça que nos métiers et nos profils doivent évoluer pour accompagner ces développements. Voilà. Y a-t-il une réaction de quelqu'un dans la salle? Bon, j'aurais simplement peut-être une question. Comment vous faites justement pour être au top de toutes les innovations qui sont en train de sortir, étant donné qu'elles sont pléthores dans tous les domaines, et qu'une innovation, 6 mois après, elle est dépassée? Est-ce que vous avez quelqu'un qui est consultant, qui est dans votre direction, qui est transversal? Non. Non. Oui et non. Un point que je n'ai pas trop abordé là, effectivement, on a du travail. Notre quotidien est un travail avec les entreprises de toute façon, que ce soit sur l'éclairage, sur la voirie, surtout. Donc les entreprises viennent vers nous pour nous proposer des solutions. Évidemment, attention au smartwashing, comme tu disais tout à l'heure, tout est smart maintenant de toute façon. Donc on a des outils de veille, alors on a des associations, des clubs de ville où effectivement on a des informations de réseau professionnel, mais on n'a pas une personne en veille tout le temps sur les applications, on va dire, très métier. Après, sur d'autres applications, chez Emmanuel, on a quand même une personne qui est en charge justement un peu du quotidien, qui est Marc-Antoine, et c'est une personne ressource quand même sur qui on s'appuie beaucoup, et notamment là, le développement des eurodateurs, ce que je vous disais tout à l'heure. Forcément, nous aujourd'hui, direction voirie, on travaille quasiment toutes les semaines, on a des réunions très techniques avec la DSI pour s'assurer de la compatibilité des outils qui vont être mis en place. Donc voilà, les ressources sont là. D'accord, merci. Je vais passer la parole maintenant, sans plus attendre, à M. Régis Drezen, qui donc travaille chez Denis, qui est directeur territorial, et qui va nous exposer peut-être un point de vue un peu plus technique, notamment, j'imagine, d'un point de vue énergie. Bonjour à tous, merci beaucoup. Donc, je ne vais pas aujourd'hui vous parler des activités que nous menons à Enedis, ces activités d'acheminement d'électricité, de raccordement de clients, de comptage d'électricité. Je vais faire plutôt un focus sur quelques applications que nous avons développées pour le compte de notre objectif. Eh bien, que les décideurs, les élus, les institutionnels, les entreprises et les usagers puissent bénéficier de ce que l'on met à disposition pour en trouver des usages. Donc ici est représenté sur ce transparent quelques-unes des applications que je vais vous développer juste après, qu'on met à disposition sur des domaines qui sont totalement nouveaux pour nous. On voit par exemple dans les villes la pléthore de réseaux
qu'il y a tant sur l'énergie que sur l'eau, que sur les télécommunications, que sur les feux tricolores. On développe avec GeoVendée, donc présent sur le département de la Vendée, une base de données unique sur laquelle on va fournir des réseaux pour que les usagers des villes, par exemple, puissent avoir une seule cartographie plutôt qu'en avoir plusieurs. On met à disposition des outils qui vont permettre ou aux décideurs locaux ou à certains usagers de pouvoir implanter de manière précise et de manière économiquement la plus rentable des bornes de recharge de véhicules électriques. Tout à l'heure, Johan en parlait, mais aussi des panneaux photovoltaïques, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, la problématique des panneaux photovoltaïques, c'est le coût des raccordements qui devient de plus en plus conséquent. Et puis, on met à disposition tout un tas de données qui nous sont aujourd'hui permises par rapport aux compteurs communicants que l'on développe sur l'intégralité du territoire. Il faut savoir que les compteurs communicants ont été déjà déployés sur toutes les entreprises et les professionnels et qu'aujourd'hui on attaque le résidentiel. On travaille aussi avec les départements et sur la Vendée, on travaille énormément avec Vendée Numérique et certains grands opérateurs en direct pour pouvoir développer la fibre optique sur les réseaux de distribution, donc que ce soit en aérien ou en souterrain. Alors, deux ou trois applications qui n'étaient pas du domaine des énergéticiens et des utilities en général. C'est, tout à l'heure, Emmanuel parlait de l'open data. Il faut savoir que Enedis, qui est donc le distributeur d'électricité sur l'intégralité du territoire vendéen et 95% du territoire français, est le premier, ce qu'on appelle DSO. On était un gestionnaire de réseau, on passe à un gestionnaire de système avec la complexité de l'énergie, et ce n'est pas l'objet du propos de cet après-midi. Mais en tout cas, on est le premier distributeur à mettre en open data tout un jeu de données, tant sur la consommation que sur la production, pour tout type de clients. Donc ils pourraient récupérer des données. Alors en open data, on a parlé tout à l'heure des données anonymisées, bien entendu, puisque les données appartiennent aux clients, mais quand on fait quelques zooms intéressants, on peut avoir des outils comme ceci, avec des territoires à des mailles suffisamment représentatives de plusieurs centaines de points de livraison. Donc ce sont des quartiers qu'on est capable de cartographier en termes de consommation énergétique, ce qui permet ensuite aux décideurs, aux élus, aux aménageurs de construire des politiques de rénovation énergétique de leur parc. Donc on travaille pas mal avec certains bailleurs sociaux de Vendée, mais aussi c'est toute la mise à disposition de données qui permettent de construire des politiques énergétiques. Notamment, est-ce que dans tel ou tel quartier, il vaut mieux développer des nouveaux réseaux électriques ou utiliser du chauffage urbain ou utiliser des réseaux de gaz. Donc tout ça est mis en open data et ça c'est valable depuis à peu près une année. Deuxième projet que l'on mène, alors on ne voit pas le titre, mais c'est un data lab qu'on mène avec Nantes Métropole, dans le cadre cette fois-ci de la thématique Smart City, parce que c'est un call H2020 qui a été remporté par Nantes, et on travaille avec Nantes sur tous les bâtiments publics, cette fois-ci sur un closed data, donc ce sont des serveurs informatiques sur lesquels on va mettre des données de consommation des bâtiments publics, pour justement permettre aux élus la rénovation de ces bâtiments, mais cette fois-ci avec des données qui sont mises à disposition en domaine fermé et non plus en domaine public. Alors les transports ils sont très très mal faits, enfin il y a un décalage, peu importe. On mène un projet aussi de ce qu'on appelle de démonstrateur individuel sur un quartier de Carquefou, où on a un quartier tout nouveau sur lequel nous avons plus de production que de consommation. Ce qu'on a décidé avec l'aménageur, c'est de mettre au niveau du poste de quartier des afficheurs, des grands afficheurs. Alors vous n'y voyez rien, donc c'est pas la peine de regarder les transparents, ce dont je vous parle c'est juste au-dessus. C'est pas très grave. Donc on met à disposition un afficheur lumineux qui donne en temps réel la production et la consommation. L'objectif, on parle de plus en plus d'autoconsommation,
c'est de faire prendre conscience aux consommateurs que peut-être qu'il y a des moments dans la journée dans lesquels il serait plus intéressant de consommer, parce que derrière, évidemment, il y aura une incitation prix. Il faut bien, à un moment donné, alors il parlait il faut un usage, et là, l'usage et l'incitation, elle est financière. Donc on travaille sur Carquefou comme cela. Un autre aspect sur la relation client qu'on améliore aussi, qui est tout nouveau pour nous en termes de digitalisation de relation client, c'est que quand on a une panne sur le réseau de distribution, jusqu'à présent, nous, sur le réseau basse tension, on ne sait pas ce qui se passe quand il y a une panne, c'est-à-dire que c'est le client et l'usager qui nous appellent. Donc demain, avec les capteurs et les compteurs communicants, ça va un peu changer. Enfin, aujourd'hui, on ne sait pas ce qui se passe, et donc le client nous appelle pour nous dire qu'il a une panne. Et quand il a un conseiller au bout du fil qui ne comprend pas ou on ne sait pas si c'est compliqué, il envoie en fait un push d'une adresse internet sur le téléphone du client qui appelle, et celui-ci, en cliquant simplement, donc sans téléchargement sur son téléphone, en cliquant sur le lien internet, il a une fenêtre qui s'affiche, et il peut prendre une photo que voit directement le téléconseiller pour gagner du temps dans le diagnostic de la panne. On a développé des applications mobiles pour savoir si la ville ou le quartier dans lequel on se trouve est autonome en énergie. Donc on a fait ça à Lyon et en Bretagne. Et là on voit rapidement sur son smartphone si on est consommateur. Donc là en l'occurrence on consomme beaucoup plus que ce qu'on produit. C'est à Lyon, dans un quartier de Lyon, et ici en Bretagne, on voit qu'on produit beaucoup plus que ce qu'on consomme, donc toujours la même chose, faire prendre conscience. Ce sont des applis mobiles qu'on met à disposition de tous les usagers. Dernière application mobile, c'est Enedis à mes côtés, qu'on a mis en service l'année dernière. On parlait du nombre de téléchargements sur les applis. Là, on est à 100 000 téléchargements d'Enedis à mes côtés. Quand on a téléchargé cette application, quand il y a une coupure d'électricité, on peut taper son code postal, ou si on a activé la géolocalisation de son mobile, on sait tout de suite s'il y a une panne d'électricité sur le quartier dans lequel on réside, ou s'il n'y en a pas, c'est que la problématique électrique vient de son installation intérieure. Donc on aide aussi les clients dans le diagnostic, et puis ça permet plein d'autres choses, d'être mis en relation avec des conseillers. Donc on modernise notre digitalisation, notre relation client avec ces outils. Tout ça pour vous dire qu'on est un opérateur au service d'eux, donc au service des consommateurs. L'objectif, c'est la maîtrise de l'énergie, c'est qu'ils améliorent en fait, avec toutes les données qui leur sont mises à disposition aujourd'hui, qu'ils améliorent leur facture énergétique. On améliore aussi le déploiement concernant les producteurs, en leur mettant à disposition ces nouveaux outils qui leur permettent de s'installer à des endroits où il y a déjà du réseau, et du coup le coût d'implantation est diminué. Les entreprises, on travaille sur tout ce qui est qualité de fourniture, et puis évidemment tous les décideurs locaux, on leur met tous ces outils à disposition, ces données à disposition, pour qu'ils puissent construire leur politique énergétique qui est aujourd'hui obligatoire dans le cadre de la transition énergétique. Voilà quelques-unes et quelques-uns des projets et des applications qu'on a développés. Pour nous, c'est une révolution. Le distributeur d'énergie, historiquement, c'est que quand vous appuyez sur votre bouton, vous avez de l'électricité. C'est pas d'aller développer des applications Internet, c'est pas de mettre à disposition des données. On a évolué aussi, donc on a monté en compétences, on a embauché énormément d'ingénieurs et de techniciens informaticiens pour qu'on puisse suivre cette révolution de tout ce qu'on appelle smart. Voilà en quelques minutes quelques exemples concrets. Merci beaucoup. Une réaction du côté de la table ou de la salle? Oui, j'avais une question notamment. Oui, vous pouvez présenter s'il vous plaît. Stéphanie Dubois de la Chambre de commerce. Une question par rapport aux particuliers que nous sommes et face à potentiellement une opulence, un pléthore de données, notamment concernant nos consommations. Alors certes, une quantité de données importante. Après, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une analyse? C'est le stade d'après, parce que clairement, je sais pas, je reçois ma facture d'électricité, on me dit que voilà, ça a augmenté, mais
est-ce que, en termes de capacité d'analyse, il peut y avoir une analyse pour m'orienter et faire des choix plus vertueux dans ma consommation? Parce que le but, je suppose, de toutes ces données, c'est aussi d'avoir une action qui permette d'avoir une consommation plus vertueuse et plus adaptée et moins énergivore. L'objectif, c'est vraiment que les consommations d'électricité et d'énergie diminuent, hein, parce que tous les réseaux qu'on construit pour ces pointes de consommation, là, c'est le consommateur qui le paye. Un tiers de votre facture, c'est du réseau. Donc si on est vertueux dans les réseaux, on sera aussi vertueux sur la facture. La donnée vous appartient. C'est le premier élément. Quand on parle d'une donnée client, elle vous appartient et donc seul vous décidez ou de l'utiliser ou de la mettre à disposition d'un tiers. Premier élément. Deuxième élément, sans avoir fait Polytechnique ou Bac plus 20, aujourd'hui en fait on n'a pas ces données et de toute façon s'améliorer en termes de consommation électrique est compliqué. On paye toute notre facture et on ne sait pas trop comment on consomme. Demain, quand vous allez vous apercevoir que finalement vous avez quand même des consommations, alors même que vous n'avez que très peu d'appareils en route, vous allez vous poser ces premières questions. Donc vous ferez ce premier élément de diagnostic et de s'apercevoir que la nuit vous avez des consommations de plusieurs centaines de watts, ça va vous éveiller l'esprit probablement. Deuxième élément, c'est que nous, on est en train de développer des outils en fait, qui vont pouvoir vous comparer à des familles ou des bâtiments qui sont identiques aux vôtres par rapport au panel. C'est aujourd'hui comme ça qu'on fait déjà, hein, même sans avoir des données précises, pour construire en fait des algorithmes mathématiques. Donc ça, on va le mettre à disposition et vous pourrez vous comparer aussi donc, à des familles qui sont identiques. Et puis le troisième élément, c'est que vous aurez des conseils de la part de vos fournisseurs qui sont sur des activités concurrentielles, parce que nous on est sur une activité donc en monopole, on n'a pas le droit d'aller faire du business hein, sur du conseil. Vous aurez ces fournisseurs qui vous feront du conseil pour effectivement améliorer vos consommations en fonction par exemple des heures solaires qu'on va vite voir se développer dans les mois qui viennent, consommer quand il y a du soleil ou quand il y a du vent. Donc il y a trois éléments, il y a le vôtre, ensuite il y aura des comparaisons, tout ça ça va être gratuit, et troisième élément, il y aura du conseil qui pourra arriver sur des prestations payantes. Oui. Une réaction qui nous passera la parole à réagir. Moi je voulais juste vous évoquer un exemple d'un projet qu'on a contribué à mettre en œuvre, pas seulement nous. Je ne citerai pas le nom, parce que c'est un projet qui au départ on l'a imaginé comme un projet smart, et en fait c'est un projet qui n'est vraiment pas smart du tout. Et pourtant, il utilise du photovoltaïque, tous les nouveaux systèmes à la pointe de chauffage de bâtiments d'activité. Mais économiquement, c'est un gouffre financier à l'usage depuis 2 ans. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a optimisé la consommation énergétique du bâtiment, mais on a mis en place un système de chauffage tellement complexe qu'on n'a qu'une société en Europe qui est capable d'en assurer la maintenance, et que le contrat de maintenance nous coûte une fortune. Voilà, donc je pense que voilà, la ville intelligente, c'est pas seulement la gestion des énergies dans la consommation, il faut vraiment tout penser, quoi. Voilà. Merci beaucoup. On va directement passer la parole à M. Piot, qui est donc secrétaire général à la Chambre d'agriculture de Vendée, et qui va donner quelques points de vue sur la question alimentaire. Je pense que c'est pas au titre de ma responsabilité de secrétaire général de la Chambre d'intervenir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'exemple comme mes prédécesseurs ont donné. Je suis également agriculteur, mais également conférencier un peu partout en France et même au-delà, et auteur de 2 livres sur l'agriculture et le numérique. Et dans le dernier, où j'ai abordé un peu plus largement les enjeux de l'alimentation demain. Je vous ai mis cette première slide sur l'évolution de la population mondiale au fil du temps. Et en parallèle, l'urbanisation croissante des gens. Pourquoi je vous ai mis ça? Parce qu'il y a un rapport à la terre et à l'aliment qui s'éloigne de plus en plus. C'est, à mon sens, une des raisons essentielles pour lesquelles les gens se recherchent de la connaissance de leur alimentation, des circuits qui se raccourcissent en premier lieu pour savoir d'où ils viennent, mais on ne fera pas tout avec les circuits courts, je pense, pour la raison suivante. Ce cercle qui est éclairé a plus, pour ceux qui lisent l'anglais, vous pouvez le voir, a plus de population que tout le reste de la planète. Et dans ce cercle-là, il n'y a pas de terre.
Donc, d'une façon ou d'une autre, il va falloir produire de la nourriture pour envoyer là-bas. Et les gens qui seront dans ce cercle-là, qui sont déjà, ont autant le besoin de connaître l'origine de leur alimentation que vous, à 2 pas de chez moi, producteur, où vous pouvez venir voir, ou connaître le producteur qui va vous livrer, ou vous voulez légitimement aller chercher le plus proche possible. Ça ne me scandalise pas du tout, mais eux vont avoir ce besoin aussi. Et c'est là que va venir, je pense, un besoin d'outils numérisés, je reviens toujours aux besoins et à l'usage derrière, pour satisfaire leurs demandes et arriver à vaincre les craintes qu'il peut y avoir. Je me suis même projeté dans l'avenir pour vous dire que ça ne va pas s'arranger. En 2050, on est 9 millions, voire presque 10 millions. Il y a toujours 50% de la population là. Et la population sera encore beaucoup plus urbanisée. Tokyo, c'est 43 millions d'habitants, c'est plus de la moitié de la France. Lagos, demain au cœur de l'Afrique, sera la première ville au monde, avec probablement 50 millions d'habitants. Donc l'enjeu de la traçabilité de l'aliment sera quelque chose de considérable. Je pense là qu'on commence déjà à le travailler. Une technologie qui nous arrive, qui est la blockchain, fera de l'aliment un créateur de liens, en créant à la fois de la confiance et de la transparence intégrale du producteur jusqu'au consommateur. Consommateur, on est en train de développer un certain nombre d'outils à travers des jeunes start-up, une britannique qui s'appelle Provenance notamment, une française qui est en train de se créer qui s'appelle Connected Food. C'est marrant parce que la britannique a un nom français et l'autre non. Et ça va comprendre, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un fait. Ça vous dit quelque chose des technologies de la blockchain? Donc je n'ai pas besoin d'expliquer, c'est déjà ça. Oui. Je pense que tout le monde ne connaît pas. Je pense que c'est peut-être utile de réexpliquer. La blockchain, le meilleur exemple, je ne l'ai pas encore avec moi le tube, mais la plus belle image qu'on peut donner, c'est la blockchain de vaisselle. C'est-à-dire c'est une famille où il y a 4 enfants, il n'y a pas de lave-vaisselle, c'est les enfants qui doivent faire la vaisselle. Et comme toute famille qui se respecte, et comme tout enfant qui se respecte, mais ils essayent de gruger pour dire j'ai passé hier, c'est pas mon tour et tout. Donc le papa et la maman ont mis un système avec un tube, avec des palets dedans, où il y a une couleur de palais par enfant, et quand ils ont fait la vaisselle, ils mettent un palais dedans. Mais donc c'est la transparence totale de ce qui est fait. Mais pour mettre le palais, il y a des cadenas en haut. Et il faut enlever au moins 3 cadenas sur les 4 pour pouvoir mettre le palais. Et donc, c'est partagé, le consensus est partagé en 3 personnes sur les 4, donc dans une majorité. Imaginez que pour valider des codes, des cryptogrammes, il y a des milliers d'ordinateurs qui vont devoir les valider pour que ça puisse, ça puisse être enregistré de façon indélébile. C'est ça la blockchain. Donc imaginez que le cahier des charges que moi, producteur, je vais avoir de tel et tel produit. Actuellement, je peux dire que je fais du bio. Je suis contrôlé une fois par an, c'est pas mon cas, hein, mais je suis contrôlé une fois par an. Je peux me débrouiller. Il n'y en a pas beaucoup qui le font, on va dire dans l'absolu que c'est possible. Pas beaucoup qui le font en bio, parce qu'en général, ils sont convaincus de ce qu'ils font. Mais c'est possible. Demain, avec le lien d'objets connectés et de la blockchain, on ne pourra plus faire ces choses-là. Donc c'est la sécurité absolue pour le consommateur. Et ça, pour moi, c'est un lien essentiel pour recréer de la confiance. Et pourquoi il faut la créer d'un bout à l'autre? Parce qu'on n'arrivera pas à tout produire à proximité. Donc il y a un vrai usage pour l'agriculture demain de créer du lien à travers des outils intelligents avec le consommateur qui sera de plus en plus urbain, quoi qu'on en dise. Peut-être pas forcément chez nous, mais on est une infime goutte d'eau à l'échelle de la planète et surtout pas majoritaire. Donc effectivement, c'est là, pour moi, un des usages le plus important qu'il y aura pour l'alimentation. Il y en a d'autres qui vont se développer, qui se développent, j'ai pas de slide là-dessus pour les présenter. J'étais il y a 15 jours à Tokyo à un colloque sur la food tech et les ag tech. L'agriculture urbaine se développe. Dans ces pays-là, je dirais que c'est quasi essentiel. Il n'y a pas de terre, donc c'est un moyen. Donc là, l'agriculture est entièrement automatisée et très très en lien
avec les nouvelles technologies, mais également avec l'ensemble du fonctionnement de la cité. Il y avait énormément de choses sur ces éléments-là. C'est une deuxième application. Les autres applications, on en a plein, mais sont moins liées au thème qu'on a aujourd'hui, qui sont liées à la ville. Si on doit lier à la ville, pour moi, pour moi, producteur, mais surtout pour vous, consommateurs, le lien qu'on peut faire avec la ville intelligente, c'est de rendre l'aliment transparent, intelligent par le fait qu'il sera transparent pas en goût, mais pour le consommateur. Voilà ce que je peux en dire. Merci. Une réaction de la salle? Merci. C'était juste pour faire le lien avec la blockchain et les travaux sur les smart cities. Il y a la ville de New York aussi, à Brooklyn, qui a lancé une expérimentation sur justement un système de vente de kilowattheures d'électricité de gré à gré. Alors je ne sais pas si on a en France, moi je connais surtout le projet aux États-Unis, et effectivement ça repose sur un système de blockchain. Alors effectivement le système de blockchain c'est très transparent, simplement celles qui sont publiques, et c'est surtout que c'est de gré à gré. Donc moi ce qui me plaît surtout dans ce système, c'est qu'il n'y a plus d'intermédiaire, effectivement que le vendeur peut vendre directement via une transaction en blockchain, que ce soit des produits alimentaires ou éventuellement des kilowattheures. De manière générale, je me posais une question aussi sur les villes intelligentes, sur les projets de villes intelligentes. Qu'est-ce que vous faites des populations qui sont dites fragilisées? Donc, je pense aux personnes handicapées, aux personnes qui sont en situation de difficulté sociale, c'est-à-dire sans domicile ou sans accès aux technologies numériques, ou même aussi aux personnes âgées, puisqu'on s'est aperçu récemment à l'occasion des télédéclarations de nos impôts qu'on avait des très belles statistiques en France sur la télédéclaration, sauf que les gens sont aperçus que beaucoup de gens télédéclaraient pour d'autres. Et que dans les familles, une personne télédéclare pour ses parents, ses grands-parents, etc. Donc ça fausse un peu la donne. Et donc comment on fait si on veut mettre l'humain au cœur d'une démarche Smart City pour intégrer tout le monde, y compris les gens qui ne sont pas à l'aise avec les technologies numériques, les applications, les smartphones, etc. Avant que les spécialistes en répondent, moi je vais bien apporter ma réponse à ça. C'est la première chose, je parle sous le contrôle de Régis, mais Lyon, pour moi ce qui se fait à Lyon avec le nom de la Stratum et Bouygues est un des plus beaux exemples au monde de ce qui peut se faire. On va se faire gonfler un peu les chevilles. Pour moi, les deux plus beaux exemples de Smart Grid qu'il y a actuellement, c'est ce qui se fait là-bas, c'est ce qui se fait chez nous. Chez nous, c'est pas encore sous blockchain, mais ça pourrait y venir. Par rapport à ce que vous dites, il y a un point essentiel. Pourquoi il y a un risque de clivage numérique au sein de la société? Parce qu'on met du numérique sur des modèles existants. Et mettre du numérique sur la complexité administrative, c'est rajouter une couche de complexité supérieure. Et quand on pensera les choses différemment, quand on les pensera numériques, c'est comme ça que ça doit se faire. Un bébé ou une personne de 80 ans doit être capable de l'utiliser. S'il n'est pas capable de l'utiliser, c'est que l'outil n'est pas bon. Pour moi, c'est la réponse que je peux en apporter. Allez-y, tu vas parler. Oui, moi je suis expérience de bailleur social, et puis peut-être avant de redescendre, peut-être une hauteur de vue, ça pose la question de l'intégration de la technologie. Enfin, nous on travaille beaucoup sur la robotique, il y a les mêmes problématiques dans la robotique, l'intégration de la robotique dans la robotique industrielle, dans la robotique de service. Finalement, on sait faire tout ce qu'on veut à un robot, mais on l'intègre très mal aujourd'hui. Et je pense que pour le numérique, on a un peu les mêmes problématiques. Nous, en tant que bailleurs, pour répondre concrètement à votre question, aujourd'hui, on ne quittance toujours pas par voie électronique, parce qu'on n'a pas assez de locataires dans notre parc qui sont équipés en informatique et qui ont des emails. Aujourd'hui, on rêverait de quittancer par électronique parce qu'on ferait des gains de temps, de coûts, en matière de gestion, ça serait formidable, mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Alors, on observe l'évolution de nos locataires, on attend d'avoir un pourcentage suffisant, mais qu'on n'a pas aujourd'hui. Je pense que quand ce sera à 80% de nos locataires qui seront équipés, on attaquera le quittancement électronique, mais aujourd'hui on ne le fait pas, et pourtant la technologie, on pourrait le faire plus 10 ans si on voulait. Mais on ne le fait pas à cause de ça.
Sur le deuxième point, c'est vraiment le rôle d'une municipalité de tout prévoir. La question, elle est excellente et il n'y a pas de fatalité. Sur les personnes âgées, on a un conseil des sages. Le conseil des sages, ça fait 6 mois qu'il bosse sur nos téléprocédures. Au début, il nous a dit, voilà, téléprocédures, ça va être compliqué. Il vient nous rendre son rapport il y a 15 jours, ils sont emballés. Au début, ils nous disaient, mais pourquoi il faut créer un compte? Ça ne sert à rien de créer un compte pour les procédures. Et à la fin, au bout de toutes, ils ont fait toutes les téléprocédures, hein, ils ont toutes faites. Ils nous ont dit, c'est génial le compte citoyen, parce que je m'identifie une seule fois et après je peux faire plein de trucs et je peux demander plein de choses à ma commune. Ça c'est un élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est repenser complètement l'accueil en mairie. La ville de La Rochelle, on travaille sur un nouvel hôtel de ville et d'agglo, on nous a demandé de réfléchir à ce que serait l'accueil dans une ville du futur. Finalement, ce ne sera plus du tout l'accueil qu'on veut d'aujourd'hui. Je pense qu'on va orienter le citoyen vers des outils, peut-être des bornes, peut-être des ordinateurs, peut-être autre chose, peut-être des tablettes. Et on va l'accompagner dans ces démarches, pour ceux qui vont avoir plus de difficultés. Et ce ne sera plus du tout un accueil au guichet, on vous répondra, voilà la feuille, voilà la procédure, débrouillez-vous. Non, je pense qu'on va beaucoup plus accompagner le citoyen en difficulté. Et c'est une proportion qui a tendance à se réduire. On travaille beaucoup sur le quartier prioritaire. On viendrait ouvrir un espace numérique, quartier Lavignon Rose, avec des médiateurs et des séances dans la journée où les gens peuvent être accompagnés pour leurs procédures administratives. Ça marche du feu de Dieu. Et dans ces quartiers, on sait qu'on a un taux d'équipement qui est en dessous de la moyenne nationale. Par contre, il n'est pas dramatiquement en dessous de la moyenne nationale. Il est un peu en dessous de la moyenne nationale. Et on sait aussi que dans ces quartiers-là, le smartphone remplace l'ordinateur. Donc il faut aussi qu'on se pose la question de savoir comment nos téléprocédures sont accessibles à partir des smartphones. Et ça, c'est aussi un des enjeux. Sur la blockchain, pour compléter ce que vous disiez, donc à New York, ils l'ont testé. On le teste sur Perpignan. Donc sur la partie quartier solaire, donc entre production photovoltaïque et consommation. Donc sur la certification des données. On parlait de certification des données, je parlais après d'autres choses sur l'autoconsommation, parce que ça a une corrélation aussi forte. Et puis on le teste aussi la blockchain sur la certification cette fois-ci des données de comptage liquide sur la ville de Paris. Donc nous en tant que distributeur, alors évidemment on est un tiers, sauf qu'aujourd'hui l'électron il se transmet par un réseau qui appartient aux collectivités qui ont concédé cet ouvrage à un gestionnaire. Donc jusqu'à ce que l'électron se transporte par Wi-Fi, on utilisera un réseau. Mais en tout cas on regarde comment on certifie toutes ces données. L'autoconsommation aussi est un des autres moyens. Hein. On permet l'autoconsommation, c'était pas possible en France il y a encore un an. On avait parlé d'autoconsommation individuelle, c'est-à-dire comment je consomme la production que je produis sur ma toiture. On est allé maintenant à une maille de quartier, comment un producteur sur un quartier peut vendre son électricité à un consommateur. Là aussi, on est en train de développer des outils pour permettre cette autoconsommation. C'est pas parce qu'on permet cette autoconsommation, c'est pas parce qu'on permet ces technologies de blockchain, de mise à disposition de certification de données, qu'évidemment il n'y a pas un coût de réseau qui est supporté par les différents utilisateurs. Mais en tout cas, on a bien pris ce virage du numérique qui, comme je le disais tout à l'heure, est une vraie révolution pour nous dans l'énergie et qui n'arrive pas dans 10 ans, mais qui arrive là. Merci. Peut-être une dernière question de la salle. À nos intervenants. Oui, monsieur. Merci. Oui, bonjour, Michel Arnaud, lycée de Lac, professeur d'électronique informatique. Professeur d'électronique informatique. Voilà, vous parliez en fait de la surveillance pour les gens qui faisaient du bio. Bon, évidemment, une personne qui passe sous les ordres, je pense que c'est pas suffisant, mais je vois pas du tout comment, avec du numérique, des objets connectés, ce genre de choses, on pourrait en plus surveiller. Est-ce que c'est nécessaire aussi de surveiller ou de vérifier que les gens font bien du bio? Le bio est un exemple. Ça peut être vrai pour plein d'autres choses. Et, loin de moi de suspecter que les bio trichent, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le lien
l'IoT et puis donc, de l'Internet des objets et de la blockchain fera que les choses seront automatiques avec un certain nombre de capteurs mis à des endroits. Alors c'est vrai à la production, mais pas que. C'est vrai aussi tout au long de la supply chain, de la chaîne de distribution. La chaîne du froid, par exemple, est un élément essentiel à surveiller, à garantir pour assurer la salubrité des aliments. Je vous ai montré, c'est pour ça que je les mets tout le temps, la répartition de la population dans le monde qui n'est pas du tout en adéquation avec les zones de production. Et là après, où on se mettra en situation d'emmener de façon très transparente l'aliment où vivent les gens, où les gens viendront chercher l'aliment où il est produit. Je veux votre dessin de ce qui peut se passer. C'est déjà ce qui est un peu en train de se passer avec les Chinois qui vont massivement prendre des terres en Afrique, en Amérique du Sud, mais surtout en Afrique. Pour moi, ce qui est un des drames absolus des années à venir. Pourquoi? Parce que dans le slide que je vous ai montré tout à l'heure, la population va passer 3,5 milliards à 5,5 milliards dans le bloc asiatique, mais elle va passer d'1 milliard à 2,5 milliards sur le continent africain. Si la nourriture qui se produit là s'en va, ils en sont pillés pour aller ailleurs, on va vers des conflits majeurs. Donc il y a un besoin pour les populations de connaître la transparence. Je suis allé à plusieurs reprises dans ce cercle asiatique. Ils connaissent à peu près tout de ce qu'on fait. L'alimentation fabriquée chez nous intéresse les populations les plus aisées. Pourquoi? Parce qu'on a la meilleure traçabilité du monde. Et donc il faut qu'on capitalise encore là-dessus, parce qu'on peut encore l'améliorer. Et après, ces bonnes pratiques peuvent se diffuser plus globalement. Mais il y a un vrai besoin de cette connaissance-là, beaucoup plus loin que ce qu'on voit actuellement. C'est déjà bien chez nous, mais si on se met à une échelle internationale dans des mégalopoles, c'est pas le cas. Mais le bio n'était qu'un exemple, redonnez ça. Juste pour donner un exemple sur la restauration municipale à La Roche-sur-Yon, je crois que c'est 4 000 € par jour, si je ne me trompe pas. Les frigos sont connectés, la température est monitorée, enregistrée, et ça, les frigos sont IP, si vous voulez. Hein, on ne regarde pas la petite loupiote le matin pour dire ok, est-ce que c'est à -10, c'est enregistré en temps réel. Et demain, la même chose mise sous ces technologies transparentes et partagée de la blockchain. Les deux avantages, c'est qu'il n'y a pas un hub, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui concentre chez lui toutes les informations, quand vous parlez des données personnelles, si elles sont partagées, c'est une protection. Il n'y a pas le risque qu'il y ait quelqu'un qui se les accapare. C'est plus du tout la même chose. Et le deuxième élément, c'est que dans ce que dit Emmanuel, on fait confiance à un tiers. On n'a pas de raison de ne pas lui faire confiance, mais on fait confiance à un tiers qui surveille ça. Parce que le frigo va être connecté, c'est pas ce qu'il fait qui va pas déconner. Mais on verra s'il l'a fait. Si demain, la maman sait exactement comment ça fonctionne, je dirais le fait, les gens n'iront pas voir tous les jours, ne fait pas d'illusions, mais le fait de savoir qu'on peut avoir accès à ces éléments-là, qui sont le besoin premier de la vie, je pense que c'est rassurant pour un coût quasi nul pour l'ensemble des citoyens demain. Et je pense que c'est un élément, un changement anthropologique majeur des décennies, je parle de décennies plutôt que d'années, qui sont devant nous. Parce que la population sera urbanisée. Donc loin d'un certain nombre de choses. On va vers une concentration de la population, je pense, dans des mégalopoles, et avec des besoins qui seront différents. Et le numérique, je pense, sera un besoin, sera un créateur de liens pour beaucoup de choses à travers ces gens-là. Si on n'a pas cette confiance-là, on va vers des conflits, mineurs et majeurs. Merci beaucoup. Il ne nous reste plus qu'à conclure, puisque... Si je peux me permettre, je ne suis pas dans la salle, mais j'ai une question à Régis. C'est la ménagère qui pose la question, Régis. Tu parlais de production d'énergie pour des quartiers qui produisent et revendent. Aujourd'hui, un quartier, donc vous avez, sous les routes, il y a des réseaux. Hein, ces réseaux, ils sont
posés par des acteurs. Après, ils sont donnés en concession à des concessionnaires réseau comme ERDF. Et il y a le producteur d'énergie qui est EDF, qui a des accords avec le concessionnaire réseau ayant la charge du réseau et de distribuer l'énergie produite par le producteur. Aujourd'hui, est-ce qu'on va pouvoir avoir, par exemple, en électricité, plusieurs producteurs qui envoient de l'énergie sur un même réseau de distribution? Nous, c'est des questions qu'on se pose en tant qu'aménageurs. Voilà. Oui, effectivement, c'est ce qui va être permis demain, c'est cette ouverture dont on parlait tout à l'heure, c'est que jusqu'à présent, en fait, tout producteur devait obligatoirement passer par un acheteur obligé qui était EDF en plus. Ça, c'est terminé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que EDF qui puisse racheter cette électricité, il y a d'autres producteurs, premier élément, on choisit celui qu'on veut, et deuxième élément, on n'est pas obligé de passer par un producteur. Si on veut la faire racheter par un consommateur dans un quartier, il n'y aura plus de ce producteur et cet intermédiaire, on appellera ça de l'autoconsommation collective. Merci. Une dernière question, sinon on va pouvoir conclure. Oui. Pouvez-vous vous rapprocher, monsieur, s'il vous plaît? Ça sera la dernière question, puis après on va conclure la Oui, Marc Poutrel, directeur CIE. Je suis tout à fait enthousiaste à tout ce que vous nous racontez, mais il y a une chose que je n'arrive pas à comprendre parce que j'ai dû doubler un train dans l'évolution des énergies, c'est le problème du coût. Aujourd'hui, le coût de revente ou de production, je ne sais pas comment il faut le dire, des énergies renouvelables et produites localement, est-il vraiment à niveau égal avec le produit vendu par EDF? Et comment on fait pour résoudre si elle existe encore, cette inadéquation entre ces différents prix? Et qu'en est-il du prix final que paye le consommateur? Est-ce qu'il est artificiellement nivelé ou est-ce que... enfin, qu'est-ce qui se passe? Concrètement, moi j'étais resté à un prix d'environ 10 centimes le kilowattheure EDF, et puis 30 centimes le moindre, le plus bas des prix de production solaire, éolienne, gentille. Je crois que c'est pour moi, dites-moi. Oui, vous avez raison, c'est pour ça que par exemple l'autoconsommation en Allemagne c'est largement démocratisé, puisque le coût d'électricité est 2 fois plus cher qu'en France. Et qu'en France, on a un coût d'électricité qui est un peu supérieur à 10 centimes, mais peu importe. En tout cas, il est 2 fois inférieur au prix de la production locale type photovoltaïque. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les prix dégringolent de manière assez importante. Donc aujourd'hui, on n'est pas à cette parité, de manière claire. Et les gens qui font de l'autoconsommation, ils ont une fibre verte quand même. Et 2, elle est encore subventionnée. C'est-à-dire que quand on fait de l'autoconsommation, on n'est pas obligé de prendre un acheteur, comme je l'expliquais tout à l'heure à Sébastien, on n'est plus obligé de prendre EDF ou un autre, mais on a encore une subvention qui est fournie de quelques euros du kilowattheure. Donc on n'arrive pas encore à la parité, mais on peut imaginer que d'ici quelques années on y sera. Donc nous, notre objectif à nous en tant qu'énergéticiens et distributeurs, c'est d'être prêts quand cela va arriver. Donc on a développé tous les outils de validation, que ce soit l'autoconsommation, la blockchain, pour être certain de quand ça démarre, on est prêt. Mais vous avez raison, on n'est pas encore à la parité. Merci. Peut-être 2-3 points de conclusion. On a vu donc à travers différentes interventions la question du besoin et de l'usage qui était vraiment moteur, notamment d'un point de vue des autorités locales, mais finalement on pourrait dire également d'un point de vue des opérateurs énergétiques ou dans d'autres secteurs d'activité. Également, j'ai beaucoup apprécié le côté relations sociales augmentées à travers les différents dispositifs mis par la ville, mais qui renvoie à une notion anthropologique d'analyse du service donné à la population. Et effectivement, la question qui avait été soulevée par monsieur sur la fracture numérique, je ne pouvais pas m'empêcher de penser au film qui a gagné la Palme d'Or l'année dernière, moi, Daniel Blake. Comme disait ma grand-mère, moi sur Internet, je ne surfe pas, je nage. Je pense qu'il y en a encore beaucoup aujourd'hui qui sont encore dans ce cas-là. Effectivement, c'est une des prérogatives de la collectivité publique, qu'elle soit locale ou territoriale, de mettre des dispositifs pour aider et être là en tant que médiateur.
Enfin, le dernier point, c'était sur le retour d'une information géolocalisée de la part des usagers ou des citoyens, qui finalement permet aux opérateurs privés ou aux opérateurs publics de redéfinir les modalités du diagnostic. On l'a peu évoqué, mais finalement, en tant que collectivité, le fait que j'ai un certain nombre de citoyens qui nous rapportent des manières de pratiquer, d'utiliser le territoire, en quoi ça va par exemple modifier en termes de mobilité, les plans de déplacement urbain, voilà. Un certain nombre de choses que la planification locale doit prendre en compte. Enfin, on en est qu'au début. Hein. La loi NOTRe qui a finalement obligé les collectivités depuis 3500 habitants à donner leurs données publiques ouvertes dans le cadre des open data, c'était l'année dernière. Donc du coup, on n'en est qu'au début d'un processus, mais la séance d'aujourd'hui est assez enthousiasmante. Merci beaucoup.